Pour parler de cette thématique de la réduction de l'impact environnemental de la course au large, j'accueille mes trois nouveaux invités. Fanny Yos, bonjour, vous êtes ingénieur matériaux chez Merconcept et vous allez pouvoir nous parler de vos projets. À côté de vous, Mathieu Gallou, bonjour, Galliou, ingénieur analyse du cycle de vie et éco-conception pour le cabinet EVA. Nous présenterez vos projets. Et enfin, à côté de moi, Damien Foxal, bonjour. Vous êtes le responsable programme développement durable de l'équipe 11th Hour Racing, avec l'accent anglais, puisque vous êtes d'origine anglophone. Est-ce qu'on parle de cette réduction de l'impact environnemental, mais quel est-il déjà? De votre côté, vous avez analysé l'empreinte carbone de la construction d'un IMOCA. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle elle est, pour qu'on ait un fait, pour commencer? C'est vrai qu'en fait, quand on parle de l'impact environnemental, il faut savoir de quoi on parle. Il faut mesurer d'abord pour après faire la bonne action, réaction. Et donc, en préparation pour le prochain Ocean Race, qui aujourd'hui va partir en IMOCA, on a fait un ACV, Analyse du de cycle de vie, de procéder dès le plan d'architecte jusqu'à la mise à l'eau. Donc, c'est-à-dire tous les composants, inclus les moules, la coque, le pont, les mâts, électronique, tout ce qui va avec. Donc, bref, 550 tonnes de gaz à effet de serre pour un bateau mis à l'eau. Sur la construction uniquement? Dès le plan d'architecte jusqu'à la mise à l'eau. Donc, voilà. En comptant le moule aussi, parce qu'il n'y a pas seulement le bateau, il y a le moule dans lequel il va se fondre, donc tous les outils utilisés pour un IMOCA. Et les IMOCA ne sont pas les plus grands. On a vu ici à Saint-Malo, à la route du Rhum, pour rentrer dans le port, les ultimes, devoir passer un peu au centimètre près dans les écluses. De votre côté, chez EVA, vous avez tenu compte de cette étude, mais aussi d'autres études pour mettre un peu en parallèle les différentes analyses du cycle de vie et aussi l'augmentation qu'on a pu voir de la consommation d'outils, de carbone, de richesse, comme on le disait dans la vidéo précédente. Oui, alors on a fait en fait de la bibliographie classique. Sur des études qu'on réalise en analyse de cycle de vie. On essaie de voir l'état des lieux avant de commencer, histoire d'avoir forcément des références. Donc 11th Hour a servi de référence sur plusieurs classes comme les IMOCA. Et on s'est rendu compte en fait, que sur les dernières années, sur des études avec des périmètres un tout petit peu différents, mais il y a une tendance quand même assez importante de l'augmentation de l'impact. Donc soit par le choix des matériaux, les bateaux étant relativement de la même taille, c'est que forcément quelque part il y a une augmentation, donc soit avec des appendices différents, soit des matériaux différents, soit des usages différents. Vous parlez de matériaux, du coup je me tourne vers vous, Fanny Yos. Tout comme Marie Gendron, vous travaillez sur l'intégration de la fibre de lin sur des Mini 650 et aussi sur des optimistes pour essayer de sensibiliser dès le plus jeune âge sur cette question du choix du matériau pour un navire. Quels sont vos travaux au sein de Merconcept? Oui, en effet, donc on a d'abord commencé par un petit optimiste qui s'appelle l'Optiflax, qui a été réalisé pour Airplast. Et en fait, l'objectif, c'était en effet, d'une part, d'enseigner la voile pour les plus jeunes. Donc, il a été réalisé en fibre de lin. Et c'est aussi, du coup, un super support pédagogique pour sensibiliser les futurs skippers aux enjeux climatiques. Et ça aussi, en pratique, puisqu'il a déjà été exposé et a déjà navigué, une source de questionnement pour les parents des enfants. Et on a également aussi démarré et terminé une préétude en fait sur un Mini 650 en essayant d'actionner, en tout cas de choisir d'autres matériaux que ceux qui sont actuellement utilisés pour les mini de série. Et donc là, l'objectif était un peu plus large et était vraiment d'essayer de proposer ou enfin d'essayer de trouver des solutions pour essayer de diminuer l'impact environnemental en fait d'un Mini 650. Est-ce que vous avez pu justement faire cette analyse de cycle de vie dont on parlera beaucoup aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que ça apporte de substituer à la fibre carbone de la fibre de lin? Et est-ce que pour toutes les pièces, on peut vraiment le faire? Alors nous, sur un mini de série, en fait, on a comparé la mini série, c'est fait en fibre de verre. Et donc déjà, la première chose que l'analyse de cycle de vie nous a permis de comprendre, c'est que sur la phase de construction, les matériaux, en fait, c'est le pôle le plus impactant. Et donc, du coup, en plus, c'est un levier qu'on pouvait mettre en place au sein de Merconcept. Donc, on a vraiment décidé de se concentrer là-dessus. Et après, du coup, sur cet ACV, on a essayé de comparer différents matériaux et notamment, on s'est dirigé vers la fibre de lin. Et finalement,
en essayant du coup avec ces choix, on a réussi à montrer que c'était possible d'être aussi performant qu'un mini de série à poids égal. Et du coup, en réduisant les impacts environnementaux sur la phase de construction. Et au-delà de la construction, c'est aussi et de l'opération du navire, c'est aussi sa fin de vie. Et aujourd'hui, ce sont des composites qu'on ne peut pas forcément recycler. Quelle est l'issue Mon navire, on en parlait tout à l'heure, tous les 4 ans, on change de navire. Alors, qu'est-ce qu'il devient l'ancien? Ça dépend des gestions. C'est vrai qu'en prenant le sens du terme recyclage, en fait, les matériaux d'un bateau en fin de vie, ils ne sont pas réutilisés pour construire des nouveaux bateaux. Donc ça, c'est vraiment le sens de recyclage, donc vraiment faire une boucle. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. C'est des travaux évidemment qu'on mène aussi également sur la fibre de carbone, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour le recycler. Pour les recycler, il y a un recyclage mécanique, un recyclage chimique avec des solvants, ou un recyclage par pyrolyse en augmentant vraiment fortement la température. Donc l'objectif, c'est vraiment pour nous, en tout cas, d'essayer de trouver la meilleure méthode pour nos matériaux de la course au large. Après, on voit que vraiment, il y a une prise de conscience et il y a une volonté de la part des entreprises, des skippers aussi, d'utiliser des matériaux recyclés et aussi de recycler les matières. Et de ce fait, cette demande génère vraiment un développement de nouvelles entreprises, de nouvelles techniques. Et finalement, en fait, en faisant partie de la course au large, on est médiatisé et du coup, c'est vraiment nous qui créons cette demande et ce développement. Et ça, c'est chouette. Vous parliez de réemploi. De votre côté, Mathieu Galliou, au sein d'EVA, vous travaillez notamment avec Armel Tripon sur ces travaux pour, entre autres, récupérer des matériaux de l'aéronautique qui seraient déqualifiés de l'aéronautique, mais qui en réalité peuvent toujours être utilisés, ces fameux rouleaux pré-imprégnés. De quoi il s'agit ? Alors en fait, sur le projet, ça a été amené qu'a priori, il y avait un énorme sourcing en fait, sur de la fibre de carbone, donc qui les normes aéronautiques qui sont quand même relativement exigeantes, ce qui rassure tout le monde pour prendre l'avion. Et on se retrouve en fait à se dire, en fin de vie, quand elles sont déclassées pour l'aéronautique, comment on pourrait les valoriser? Donc on se retrouve avec ce qu'on peut qualifier d'un gisement de matière. Et donc l'objectif, c'était de les réemployer dans des bateaux, donc soit en fait de classe 40, les IMOCA ou autres. C'est un peu la finalité, c'était d'essayer de voir comment on pourrait les réintégrer dans le bateau. Donc comme parlait Fanny justement sur l'intégration un peu cycle de vie. Donc là sur du réemploi de matériaux. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer d'évaluer le gain potentiel environnemental. Donc là, c'est là où on intervient. C'est d'analyser justement le gain potentiel que peut représenter en fait le réemploi d'une matière qui, si elle est enfouie, va représenter de l'impact et ne pas du tout être valorisée. Donc là, on retarde, voire on diminue grandement en fait l'impact de cette fibre. Et même pour le bateau, on considère que du coup, en fait, on ne fabrique pas de la fibre de carbone vierge spécifiquement pour ce bateau, mais on va en fait en réemployer une qui est déjà existante et destinée en fait à être enfouie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, cette histoire de rouleau pré-imprégné? C'est un peu comme du scotch. Alors... Scotch amélioré. Voilà, on va dire du scotch amélioré. En fait, ça va être des films en fait avec de la fibre et de la résine qui va déjà être en fait donc imprégné et qui peut se mettre sur un moule. Donc le moule, comme vous l'avez présenté du coup au préalable sur le bateau. Et donc ces couches en fait successives vont être mises en place, après chauffées, pressées et donc mises en forme par rapport au bateau. Et donc en fait elles sont déclassées pour l'aéronautique pour diverses raisons, soit parce qu'elles arrivent en fait à des dates limites de péremption pour l'aéronautique, soit parce qu'elles sont trop courtes pour les pièces de l'avion, mais donc qui peuvent quand même suffire pour fabriquer des pièces de bateau spécifiques, ou enfin parce qu'en fait elles ont certains impacts et du coup sont déclassées en termes de qualité pour l'aéronautique, mais en fait cet impact peut être redécoupé et comme un patchwork qu'on collerait en fait sur le bateau pour des zones spécifiques où les contraintes comme la navigation en haute mer en amène peut quand même répondre à ces exigences-là. Même pour les foils ou pour les foils, il faut vraiment quelque chose de très spécifique? Alors là, j'ai pas étudié sur cette partie-là techniquement spécifiquement, mais après donc voilà sur les foils qui sont à base fibre de carbone pour une bonne partie d'entre eux. C'est une étude qui pourrait se développer, donc ça serait à valider en amont. Là, je m'avancerai pas trop sur le sujet. Okay, merci. Et au-delà de la construction du navire, Damien Foxal, si on veut parler ensemble aussi d'un autre impact, c'est toute la question des équipes autour, des réglementations des courses, des réglementations des classes. Donc, est-ce que pour réduire l'impact des navires et des courses, il ne faut pas aussi réfléchir aux règles du jeu? Et, je vais revenir à quelque chose qu'a dit Michel tout à l'heure. C'est en fait... il faut d'abord commencer par nos propres secteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas apporter des leçons aux autres. Donc là, par exemple, je représente une équipe.
nous sommes dans la classe IMOCA, d'abord nos actions, c'est de comprendre nos impacts. Donc, par exemple, 550 tonnes de gaz à effet de serre lors de construction de bateaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Donc, ça part des règles de la classe. Après, si on... Après, mettre ça dans un plus grand écosystème, c'est-à-dire la course au large, c'est vrai que la construction de bateaux, ça représente à peu près 20 ou 25% d'une opération sur 4 ans. Donc, c'est vrai que là, on peut avoir une discussion, on peut imaginer entre les classes et les événements, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu les opérations sur place. C'est un quart de l'empreinte carbone, c'est la construction. Voilà, et tout le reste, c'est l'opération du navire. C'est l'opération des navires, c'est les opérations lors des événements, les déplacements, et surtout les logistiques. Parce qu'une course en aller simple, il va bien falloir que le retour se fasse d'une manière ou d'une autre. Donc ramener le navire, ramener les équipes, souvent par avion, par cargo, ça fait aussi partie de l'impact. Oui, mais après, maintenant, il y a toute une discussion autour de ça pour les différentes classes, parce qu'il y a des bateaux qui sont faits pour naviguer dans les deux sens et certaines, peut-être comme les mini, qui sont un peu plus difficiles à imaginer à faire un aller-retour. Mais en fait, c'est tout un écosystème où je pense que chacun a des clés et des façons à réagir. Si je parle de construction de bateaux, 550 tonnes, ça devient de où? On parlait de matériaux tout à l'heure. Pour construire un IMOCA qui est à peu près 8 tonnes et demi, 9 tonnes, ça prend 34 tonnes de matériaux. Ça veut dire qu'il y a 25 tonnes qui partent quelque part. Donc, ou ça part en déchets, ou on doit essayer de recycler. Et là, on va revenir aujourd'hui à la problématique de recyclage de carbone. D'économie circulaire. Entre-temps, j'ai reçu une question du public, et ça tombe bien parce que derrière nous, on voit le village. C'est un internaute qui se demande quelle est la part des événements, genre comme ici le village de la course, sur l'impact, parce que la course en elle-même est une chose, mais tout le décorum qui est construit autour. Alors je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, sur est-ce qu'on a chiffré au moins une idée de ce que ça représente. En fait, ça dépend vraiment de l'événement. Effectivement, là, le Route de Rome, ici, c'est un grand événement. Il faut imaginer que s'il n'y a pas cet événement-là, qu'est-ce qui va se passer d'abord? Parce que ce n'est pas un vide. Hein, et puis, ça porte plein d'autres valeurs aussi. Mais c'est vrai que si on compare aux constructions de bateaux, les événements, les opérations représentent le trois quarts. Donc, après, chaque événement va avoir son propre impact et c'est lié surtout au déplacement des bateaux, des équipes et des participants. Et de nous tous, finalement. Vous êtes tous ici pour cette route du Rhum. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, Mathieu Galliou? Oui, c'est vrai que par rapport à l'événement, je crois avoir vu des chiffres, la route du Rhum l'année dernière, c'était comme 2 millions la dernière édition, c'était 2 millions de personnes qui étaient venues. Si on imagine que juste la moitié d'entre eux sont venus en voiture, on fait 100 km minimum, qu'il y a la moitié restante qui est venue en train et que personne n'a pris l'avion, en fait, on met en parallèle la construction et l'impact que ça représente, mais tous les événements autour. Après, c'est une question de périmètre. C'est compliqué et ça peut apparaître comme injuste d'imputer aux navigateurs dans leur recherche de diminution d'impact carbone, de leur dire, dans ce cas-là, faites des événements anonymes où personne ne vient et comme ça, personne ne va impacter encore plus la course. Mais voilà, c'est des questions de périmètre et c'est quand même à prendre en compte aussi dans tous les événements. Donc, comme a précisé M. Foxall. C'est un bras de levier, c'est une opportunité parce que c'est une opportunité de trouver des solutions à ces déplacements. Il faut plutôt voir plus une opportunité qu'un risque dans toutes ces discussions. Fanny Yost, vous parliez de pédagogie, c'est aussi une opportunité de pédagogie. Peut-être il y a énormément de familles. Quand on se promène là sur les quais de Saint-Malo, il y a des enfants, des personnes plus âgées, très divers. Est-ce que c'est pas l'occasion de passer des messages aussi? Si, complètement. Et d'ailleurs, en plus, l'Optimiste, il est présent à Saint-Malo, devant l'hôtel de Merconcept. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi d'initier un questionnement. Et puis, pourquoi pas aussi d'essayer de pousser à agir et d'avoir une volonté à faire quelques actions et au moins à prendre conscience. Évidemment, c'est un optimiste par rapport à tous les bateaux qui sont à l'eau. C'est pas du tout le même volume et le même type de bateau, mais c'est au moins essayer d'initier une démarche et d'essayer d'y réfléchir tous ensemble, d'essayer que le plus d'acteurs possible à y réfléchir pour que les impacts soient réduits collectivement et massivement.
Merci beaucoup. C'est un bon mot de conclusion, je pense, pour cette table ronde. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.